Start by listening to the French audio without reading. Don't try to understand everything. Just follow the flow. Listen again, picking up more details each time. Only then check the English version and return to the French once more. La porte. Chapitre I. La porte ne figurait sur aucun plan. Je m'en aperçus un soir de novembre, dans la maison que j'avais héritée de mon oncle, un homme qui avait consacré sa vie à l'étude des textes rares et des architectures oubliées, et dont les dernières années s'étaient consumées dans une solitude que je n'avais jamais su interpréter. La demeure, située à l'écart des rues les plus fréquentées de Hampstead, possédait cette dignité fatiguée des lieux qui ont survécu à trop d'époques pour appartenir encore à une seule. Je n'y avais emménagé que depuis quelques jours lorsque l'anomalie attira mon attention. Il s'agissait d'un mur du cabinet, derrière une bibliothèque que je m'étais enfin décidé à déplacer. L'espace ainsi révélé présentait une surface de bois sombre, plus ancien que le reste du lambris, et dont les veines formaient des motifs d'une régularité presque suspecte. À première vue, rien ne distinguait cette portion de mur d'un simple panneau décoratif. Pourtant, en y posant la main, je ressentis une résistance différente, non pas plus solide, mais plus attentive, si un tel mot peut être appliqué à la matière. Je frappai. Le son ne fut ni creux ni plein, mais intermédiaire, comme étouffé par une épaisseur incertaine. Les jours suivants, je revins à ce point précis avec une insistance croissante, incapable d'expliquer pourquoi. Je mesurai les proportions, comparai les distances avec celles des pièces adjacentes, consultai les rares plans conservés dans les papiers de mon oncle. Aucun ne mentionnait la moindre cavité à cet endroit. La logique architecturale elle-même semblait contredire l'existence d'un espace caché. Il n'y avait, en théorie, rien derrière ce mur que la continuité des structures porteuses. Et pourtant, une nuit, alors que le vent faisait vibrer les vitres et que la maison entière semblait se contracter sous l'effet du froid, j'entendis un bruit. Il provenait du cabinet. Ce n'était pas un craquement ordinaire, ni le travail naturel du bois soumis aux variations de température. C'était un son plus discret, mais aussi plus déterminé. Une sorte de glissement contenu, comme si deux surfaces, longtemps restées immobiles l'une contre l'autre, tentaient enfin de se séparer. Je me levai. La maison, à cette heure, possédait une qualité d'obscurité que je n'avais encore jamais éprouvée. Non pas l'absence de lumière, mais une présence active de l'ombre. Je traversai le couloir, ouvris la porte du cabinet et allumai la lampe. Le mur était inchangé. Je m'approchai néanmoins avec cette prudence absurde que l'on adopte face à des phénomènes dont on refuse encore la réalité. Je posai la main sur le panneau. Il céda. Je ne veux pas dire par là qu'il s'ouvrit brusquement, comme une porte ordinaire, mais qu'il perdit sa fonction de mur. La surface, jusque-là rigide, devint mobile sous la pression de mes doigts. Une ligne apparut, une fente si fine qu'elle aurait pu passer inaperçue à la lumière du jour. Je la suivis du regard. Elle dessinait un rectangle parfait. Avec un effort que je n'osais mesurer, je tirai. Le panneau pivota sans bruit. Derrière lui s'étendait un espace que la maison ne pouvait contenir. Je restai immobile plusieurs secondes, incapable de concilier ce que je voyais avec les lois les plus élémentaires de la géométrie. L'ouverture révélait un couloir étroit, aux parois couvertes d'une matière sombre et mate qui ne reflétait pas la lumière de la lampe. Le sol descendait légèrement, selon une pente régulière qui semblait se prolonger bien au-delà de ce que ma vue pouvait saisir. Je compris alors que cette porte n'avait pas été dissimulée pour empêcher qu'on la trouve. Elle avait été conçue
pour être ignoré. Je pénétrai dans le passage. Dès les premiers pas, une sensation me saisit, non pas de froid ni d'humidité, mais de déplacement intérieur. Comme si quelque chose, en moi, cessait de coïncider avec lui-même. Mes pensées restaient claires, mes perceptions intactes, mais leur centre semblait légèrement décalé, comme une image mal ajustée. Je continuais. Le couloir ne présentait aucune irrégularité, aucune bifurcation. Il descendait avec une constance presque mathématique, et pourtant la distance parcourue défiait toute estimation raisonnable. À plusieurs reprises, je me retournais pour vérifier que l'entrée restait visible. Elle l'était, mais plus éloignée que je ne l'aurais cru possible. Au bout d'un temps que je ne saurais quantifier, j'atteignis une ouverture. Elle donnait sur une pièce, ou plutôt sur ce que mon esprit tenta d'identifier comme une pièce. The Door, Part I. The door did not appear on any plan. I noticed it one November evening in the house I had inherited from my uncle, a man who had devoted his life to the study of rare texts and forgotten architectures, and whose final years had been consumed by a solitude I had never known how to interpret. The house, set apart from the busiest streets of Hampstead, possessed that weary dignity of places that have survived too many eras to belong fully to any one of them. I had only been living there a few days when the anomaly drew my attention. It was a wall in the study, behind a bookcase I had finally decided to move. The space thus revealed showed a surface of dark wood, older than the rest of the paneling, whose grain formed patterns of an almost suspicious regularity. At first glance, nothing distinguished this portion of wall from a simple decorative panel, and yet, when I placed my hand upon it, I felt a different resistance, not firmer but more attentive, if such a word can be applied to matter. I knocked. The sound was neither hollow nor solid, but something in between, as though muffled by an uncertain thickness. In the days that followed, I returned to that precise spot with increasing insistence, unable to explain why. I measured proportions, compared distances with those of adjacent rooms, consulted the few plans preserved among my uncle's papers. None mentioned any cavity at that location. The architectural logic itself seemed to deny the existence of any hidden space. There was, in theory, nothing behind that wall but the continuity of structural supports. And yet, one night, as the wind rattled the windows and the entire house seemed to contract under the cold, I heard a sound. It came from the study. It was not an ordinary creak, nor the natural working of wood under shifting temperatures. It was subtler, but more deliberate, a kind of restrained sliding, as if two surfaces, long held motionless against one another, were finally attempting to separate. I got up. At that hour, the house possessed a quality of darkness I had never before experienced, not the absence of light, but an active presence of shadow. I crossed the corridor, opened the study door, and turned on the lamp. The wall was unchanged. I approached it nonetheless with that absurd caution one adopts in the face of phenomena one still refuses to accept. I placed my hand upon the panel. It yielded. I do not mean that it opened abruptly, like an ordinary door, but that it ceased to function as a wall. The surface, rigid until then, became mobile under the pressure of my fingers. A line appeared, a slit so fine it might have gone unnoticed in daylight. I followed it with my eyes. It traced a perfect rectangle. With an effort I dared not measure, I pulled. The panel pivoted without a sound. Behind it stretched a space the house could not contain.
I remained motionless for several seconds, unable to reconcile what I saw with the most basic laws of geometry. The opening revealed a narrow corridor, its walls covered in a dark, matte substance that did not reflect the lamp's light. The floor sloped gently downward, continuing far beyond what my sight could grasp. I understood then that this door had not been hidden to prevent it from being found. It had been designed to be ignored. I stepped into the passage. From the very first steps, a sensation seized me, not of cold nor of dampness, but of internal displacement, as if something within me no longer quite coincided with itself. My thoughts remained clear, my perceptions intact, but their center seemed slightly misaligned, like a poorly adjusted image. I went on. The corridor showed no irregularity, no branching. It descended with almost mathematical constancy, and yet the distance I covered defied any reasonable estimation. Several times I turned back to make sure the entrance was still visible. It was, but farther away than it should have been. After a time I cannot quantify, I reached an opening. It led into a room, or rather, into something my mind attempted to identify as a room.